Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce lundi matin sur la radio Taxi FM à Lomé. Taxi Presse de ce jour, c'est avec Gérard Ouessan, le patron du journal Sika, Sylvestre Béni, le patron du journal La Manchette, Jacques Gacouti, éditorialiste, et Elom Atisogben, le patron du journal La Nouvelle Tribune. Les choses se précisent désormais pour le scrutin législatif du 20 décembre. Un point sur le recensement a été fait vendredi dernier où un peu plus de 3 millions de Togolais se sont inscrits sur la liste électorale. C'est du moins ce qu'a déclaré le président de la Commission électorale nationale indépendante. On nous verra le débat là-dessus tout à l'heure et nous avons aussi une idée sur les forces en présence, UNIR, UFC, NET, PDP, MRC, MPDD, ancien au but, CLÉ, CPP et 27 listes indépendantes. On comprend qu'aucun parti de la C14 n'a fait acte de candidature et pendant ce temps, la question des réformes est toujours au centre des débats. La tenue des élections sans les réformes qui s'imposent ne résoudra pas le problème togolais, mais ne fera qu'exacerber les tensions et les violences, déclarées encore il y a quelques jours la conférence des évêques du Togo dans un message pastoral. On va en parler avec les confrères en studio. Bienvenue. Retour en studio avec les confrères. Bonjour Gérard Ouessan. Bonjour Eric, bonjour à tous les auditeurs et bon début de semaine. Merci de nous avoir rejoints. Moi, je pense que votre micro n'était pas bien ouvert. Bonjour Gérard. Ah ben donc mon bonjour n'avait pas été entendu. Bonjour à tous. Bonjour à tous les auditeurs. Bonjour aux auditeurs et je souhaite un bon début de semaine à tous ceux qui nous écoutent. Merci beaucoup Gérard. Bonjour Sylvestre. Oui, bonjour Eric et bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Elom Atisogben. Bonjour Eric et bonjour aux éditeurs et bonjour aux confrères et bonjour en particulier à tous ces patrons de presse qui se retrouvent du côté de Sokodé. Ce lundi, bon, il y a certains qui sont déjà en route et à partir de demain, aujourd'hui et demain pour les journées portes ouvertes de la presse togolaise. On y sera tous alors. Donc on va parler de la presse togolaise, de nos difficultés. Il faut qu'on parle bien de nous quand même. Est-ce qu'elle se porte bien à votre goût, Elom? Bon, d'abord, j'ai une pensée particulière ce matin à Dimas Dikodo, oui. Directeur de publication de Forum de la semaine, par rapport à l'accident qu'il a eu hier. Toutes mes pensées à son égard ce matin et je profite de l'occasion pour lui souhaiter un prompt rétablissement. C'est vrai qu'il y a plus de peur que de mal. On rend grâce pour sa vie. Maintenant, par rapport aussi à l'état de cette route-là, dont on a suffisamment parlé, et je pense que l'occasion fait le larron. En une minute, je prie les autorités de pouvoir faire quelque chose par rapport à cette route et par rapport aux nombreuses routes, dont la route d'Adi Dogomé, qui se trouve dans un état total, enfin dans un état de délabrement total, et il faut vraiment qu'on puisse véritablement s'y pencher dessus. Mais sur la route, l'avenue Jean-Paul II, où on a une grande route sans terre-plein central, sans lampadaire, sans rien du tout. Vous avez vu la dernière fois avec Dimas ce qui s'est passé. Je pense quand même qu'au niveau des autorités, ça doit les interpeller par rapport à cela. Maintenant, par rapport à la presse, si la presse se porte bien, oui. Votre avis? Je crois, ce matin, j'ai également, moi, l'endroit de tous ceux qui nous lisent et tous ceux qui nous écoutent. Je pense que on est à une période charnière de l'histoire du Togo. Et moi, je ne permettrai pas une seule minute, un seul instant, on est ouvert aux critiques, on est ouvert à tout ce qui peut nous permettre de nous améliorer, on est ouvert à tout ce qui peut nous montrer la voie par rapport à une performance ou à une professionnalisation, enfin une meilleure professionnalisation de la presse. Mais il y a de ces choses des fois qui écœurent. Et aujourd'hui, je dirais pas que la presse se porte bien, mais je crois quand même qu'on fait notre travail. Et malgré les difficultés, on a des moyens précaires pour pouvoir exercer notre métier convenablement. Et vous voyez par exemple l'aide de l'État à la presse au Togo, quand vous comparez ça aux pays de la sous-région, c'est minable. Hein, c'est minable, c'est juste minable. Mais je crois qu'on fait de notre mieux pour nous professionnaliser. On fait ce qu'on peut faire pour essayer d'informer le public, malgré toutes les difficultés que nous avons au niveau de nos rédactions, malgré le fait qu'aujourd'hui il y a un problème de ressources humaines qui se pose sur le terrain. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites, mais qui ne sont pas encore faites parce que
il y a quand même des étapes ou des passages obligés. Et donc, je vais revenir après, hein, juste pour préciser quelques détails, parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, il va falloir qu'on puisse vraiment nous soutenir, parce qu'aujourd'hui, si la situation politique, la situation sociopolitique, aujourd'hui, on trouve également des solutions, c'est quelque part grâce à la presse, c'est grâce au débat que nous faisons sur les radios, c'est grâce à nos écrits, et c'est grâce aussi à ce que nous publions comme information. La presse qui quand même joue son rôle de quatrième pouvoir dans la République, c'est important de la soutenir aujourd'hui. Ce n'est pas forcément le cas. C'est vrai que les critiques finalement viennent de partout, hein. Des groupes organisés, des pouvoirs publics, des groupes de pression et même dans l'opinion, on assiste des fois à ce qu'on appelle l'intransigeance ou même la non-tolérance quand même dans l'analyse de certains journalistes. Sylvestre, comment est-ce que vous voyez le travail de la presse togolaise aujourd'hui? Non, moi je crois que tous qui pensent comme moi que ce métier c'est finalement un sacerdoce, hein, c'est un sacrifice. Je crois que lorsque vous prenez la chose sous cet angle-là, vous devez quand même faire fi, hein, de toutes les difficultés que nous rencontrons. Il est vrai, au niveau de l'État togolais, j'ai l'impression que le pouvoir public a du mal à comprendre quand même le rôle, hein, un peu pondérant à ce que fait la presse togolaise donc pour ce pays. Parce que je conçois mal qu'on puisse peut-être allouer 75 millions, hein, et à toute la presse togolaise. Hein, et au même moment, on alloue plus de 350 millions au fonds d'aide à la culture. Je me dis que quelque part, les gens n'ont pas compris quand même ce que nous faisons pour ce pays. Maintenant, en ce qui concerne les confrères et les médias et tout le monde, je crois que chacun essaie quand même de faire de son mieux. Hein, chacun essaie. Donc, vous savez, nous ne pouvons pas avoir peut-être la même manière de concevoir et de voir les choses. Donc, les critiques, il y en aura toujours. Certains pensent qu'on est dû, certains pensent qu'on est trop, peut-être on peut faire cause pour le régime, proche de X ou de Y. Je crois, et je laisse tout le monde apprécier ce que nous faisons. Maintenant, pour les confrères, moi je le dis toujours, il faudrait quand même que nous arrivions à intégrer le fait que au Togo, le journaliste soit un sacerdoce, soit un sacrifice. Si vous concevez la chose de cette manière, je crois que vous ferez fi de toutes les difficultés que nous rencontrons. Bonjour, Jacques Diakouti. Bonjour Eric. Merci de nous avoir rejoints. Bonjour aux auditeurs et aux auditrices. Vous avez été patron du CONAP, on va le dire ainsi, ancien président du Conseil national des patrons de presse. Au-delà des problèmes, hein, que la presse peut rencontrer, il faut quand même avouer que sur le terrain, il y a très peu d'entreprises de presse. Est-ce que ce n'est pas en réalité ça la difficulté majeure de la presse togolaise, si elle n'arrive pas à s'en sortir véritablement? Je crois que le premier problème, c'est d'abord l'identité même de la presse. Oui. C'est-à-dire qu'il y a une crise identitaire. Aujourd'hui, vous allez remarquer que la plupart de ceux qui nous lisent disent souvent que, bon, c'est parce que ça n'a pas marché dans telle série que l'autre s'est tourné vers le journalisme. La plupart, c'est ce que vous entendez les gens dire. Mais je crois qu'au-delà de tout ça, il faut reconnaître que la presse togolaise et les journalistes en particulier font un bon boulot. Et le bon boulot doit s'accompagner également ne serait-ce que le minimum de vie, c'est-à-dire de la vitalité même de ce que les gens sont en train de faire. Mais ce que nous remarquons aujourd'hui, les patrons de presse ont un problème. Et aujourd'hui, ce qui est venu compliquer la situation du papier, c'est les réseaux sociaux. La plupart des informations, il est vrai que les informations sont traitées sur le papier, mais l'information qui est traitée par exemple sur le papier un jeudi se retrouve déjà le lundi sur la place publique. Et s'il faut que c'est encore mieux. Il semble que le jour même où vous éditez, on n'a pas encore fini de lire votre journal dans lequel l'information. Les articles se retrouvent sur les réseaux sociaux. Donc je crois que c'est un problème. Il faudrait également que les responsables des associations que nous avons aujourd'hui puissent réfléchir sur cet aspect-là. Les réseaux sociaux face au papier, face à la radio et face également à la télévision. C'est très important. Vous prenez une vieille, par exemple, qui est dans un coin reculé du pays,
Elle prend par exemple son portable, elle fait un vocal, elle balance, et puis bon, à l'instant T, quelqu'un qui est aux États-Unis là a l'information. S'il faut attendre par exemple un papier, et si je prends le cas de mon confrère Sika, qui paraît souvent les jeudis, je crois. Les mercredis. S'il va paraître un mercredi, une information... Un mercredi sur 2. Et voilà, une information qui sort aujourd'hui lundi, s'il faut attendre par exemple mercredi pour la voir, vous voyez que c'est un peu compliqué. Donc je crois aujourd'hui il faut s'adapter également à cette situation. Il est vrai que le papier ne va pas disparaître, mais ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est que les gens n'arrivent plus à acheter le papier. Et ceux qui achètent ce papier, vous allez voir que quand, je ne sais pas si vous êtes amusé une fois à aller vers le CASEF, moi je me suis une fois amusé à aller là-bas, vous allez voir ce qui se passe dans ces bureaux. Pas seulement au CASEF, la plupart des bureaux de l'administration, les gens se passent les journaux. C'est-à-dire que quand telle personne il finit de lire, il passe à X, à Y, et en fin d'après-midi, celui qui allait livrer par exemple ce journal là-bas retourne, il prend 50 francs ou bien 200 francs, il s'en va. Vous voyez, donc c'est des choses qui font qu'aujourd'hui, quand on dit que les journalistes ne vivent pas de leur métier, c'est vrai. Mais il est important que les journalistes que nous sommes, les patrons de presse, puissent s'adapter également à la nouvelle technologie, ce à quoi nous sommes en train d'assister aujourd'hui. Gérard, les journaux, les journalistes, les patrons de presse, tout ce monde ne vit pas quand même de son métier. Est-ce la faute des autres? Quand quelqu'un ne vit pas bien, comment il peut rejeter la faute sur les autres? D'abord, disons que, moi je fais la remarque, quand vous voyez les 2 dernières années, regardez le nombre de journalistes qui sont morts. Les derniers, Mélias Soukali, ou je ne sais pas quoi, tous ces gens-là. Moi je ne maîtrise pas trop bien ces choses-là, parce que c'est des trucs que je refoule, parce que c'est des mauvais événements. Mais quand vous voyez tous ces journalistes qui sont morts par accident, par maladie, dans la misère, c'est beaucoup quand même. C'est beaucoup. Donc les journalistes, ils vivent pas bien, ça c'est le premier constat. Et ce que je remarque aussi, c'est que nous-mêmes, est-ce que nous nous donnons la valeur qu'il faut? Je ne veux pas critiquer ce qui se passe aujourd'hui. Je suis membre... Vous avez le droit quand même de poser votre regard sur tout sujet. La confraternité oblige parfois, il ne faut pas... Ça? Ben, disons, c'est pas moi quand même qui vais donner le coup de grâce à la confraternité, mais je ne suis pas par exemple d'accord personnellement qu'on ait 100 millions de francs comme aide de l'État à la presse. À toute la presse, quand on dit 100 millions, les gens pensent que c'est beaucoup. En fait, c'est des miettes qu'on reçoit et au même moment, ben, au lieu de pleurer, nous-mêmes, nous allons fêter. Si moi j'avais à prendre des décisions dans le CONAF, on ne fêterait pas. Si j'ai l'argent pour faire les journées portes ouvertes de la presse, ben, que les confrères m'en excusent, ben, j'en ferai autre chose. J'équiperai par exemple la maison de la presse. J'aurai d'autres projets, des choses qui vont quand même rester. C'est comme quelqu'un qui vous dit, oh, chez moi ça ne va pas et tout, et vous lui donnez 1000 francs, et vous le voyez devant une bière. Bon, c'est quand même étonnant. C'est quand même étonnant. Donc c'est une question en même temps, nous connaissons le bien fondé des journées portes ouvertes. C'est la presse qui s'ouvre au monde extérieur. Ouais, je ne dis pas que les journées portes ouvertes sont en soi mauvaises, mais c'est une question de priorité. C'est quand vous avez un gouvernement, il faut avoir les priorités. Un concert, c'est toujours bon pour un peuple. Hein, quand vous invitez Kofi Olomide et tout ça là, c'est bien. Mais quand vous vaccinez, par exemple, les enfants aussi, c'est bien. Maintenant, entre vacciner la population et inviter Kofi Olomide, ben, c'est le gouvernant, c'est celui qui est à la tête de l'État qui doit choisir, ou bien ceux qui ont le pouvoir qui doivent choisir. Alors si la presse a choisi de fêter, ben soit. Moi, c'est juste que ça m'étonne. Et pour en finir, je crois que c'est la presse elle-même qui doit se faire respecter. Vous savez, beaucoup nous ont porté des coups très durs. Moi, je me rappelle que nos patrons de la RAC nous excusent, mais c'était devenu la mode qu'on nous traite de presse de caniveau. Et ça, là, ça s'est répandu. Ah, vous faites une presse de caniveau, ça ne vaut rien ce que vous faites, et tout ça, là. Or, quand vous demandez à beaucoup de gens, à la RAC, des gens que je respecte bien, de faire l'art que nous faisons, d'avoir leur journal pour paraître pendant 1 an, je crois que beaucoup en sera
en serait parfaitement incapable. Donc ce que nous faisons, comme Sylvestre l'a dit, c'est, disons, un sacerdoce. Mais moi, je n'ai pas choisi le sacerdoce. J'ai créé une entreprise de presse pour faire vivre mes collaborateurs et en vivre. Mais comme disent, il faut que ça devienne un sacerdoce. Si je veux faire du sacerdoce, je serai prêtre ou moine. Bon, vous aussi. Oui, on nous impose le sacerdoce et en plus de ça, on vous traite des sacerdoces de cannibaux. Vous savez, c'est quand même dur ce qu'on fait, mais quand même, disons que nous avons joué notre partition dans l'évolution. Là, vous avez le sentiment que ceux qui doivent vous protéger ne vous protègent pas suffisamment. On ne nous respecte pas, on ne nous protège pas, on ne connaît même pas la valeur de ce que nous faisons. Les gens pensent que si la presse n'existe pas, moi je crois que si la presse n'existait pas, ce pays aurait déjà explosé 1000 fois. Vous savez, des émissions que nous faisons comme ça, là. Quand nous venons, nous critiquons et tout, sortez un peu, vous allez voir. Vous allez entendre des gens qui vont dire, on les a bien insultés. Et c'est une sorte de soupape. Les gens se soulagent comme ça. On les a critiqués, on les a fait, et ils ont le sentiment que c'est comme quelqu'un qui veut tirer sur des gens, il veut une arme pour tuer, il voit un film où on tue, et il a l'impression de s'être défoulé. Et c'est une soupape. Et voilà, mais certains ne vont pas loin dans leurs analyses, ils pensent que écoutez, ça la presse, même les choses peuvent fonctionner. Ça c'est aller trop vite, mais avoir la vision courte. C'est vrai que depuis quelque temps également, le cas de la hack revient encore sur le tapis avec notre confrère Peter Dogbé. Des journaux en ont parlé en fin de semaine dernière. Et puis globalement, pourquoi est-ce que certains journaux ont le sentiment qu'ils ne sont pas suffisamment protégés par ceux qui doivent les protéger et l'homme? Non, je crois que la HAC est là pour protéger toute la presse, pour défendre les intérêts de la presse. Et dans tout pays, c'est quand même l'une des missions principales de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Mais ici, comme l'a dit Gérard, quelque part, nous aussi nous sommes responsables de notre situation, il faut le reconnaître quelque part. Il y a beaucoup de difficultés sur le terrain et aujourd'hui on se rend compte que nous sommes lésés, nous sommes laissés pour compte et on ne prend pas suffisamment en compte nos préoccupations. Et quand vous voyez aujourd'hui l'état dans lequel se trouve la maison de la presse, c'est quand même déplorable. Quand vous avez ces gens qui travaillent et vous voyez l'état dans lequel ils travaillent, leurs conditions de vie et de travail, c'est quand même déplorable pour la presse au Togo. Et moi, j'aimerais qu'on puisse véritablement qu'il y ait véritablement un sursaut pour qu'on puisse véritablement revoir qui doit faire ça en dehors des journalistes? Est-ce qu'au sommet de l'État, on a le sentiment que la presse, ou est-ce qu'on reconnaît que la presse a un rôle important à jouer dans la cité et il faut l'accompagner? Ou parce qu'elle est critique, on la laisse mourir? Parce que le débat est aussi à ce niveau. Oui, le débat est également à ce niveau. Combien de fois on n'a pas plaidé pour l'augmentation de l'aide de l'État à la presse? On a plaidé plusieurs fois. Je me rappelle les circonstances dans lesquelles même cette maison de la presse qu'on a aujourd'hui a véritablement été dénommée ou baptisée maison de la presse. Et il faut qu'au niveau de l'État, on puisse nous encourager à travers l'enveloppe de l'aide de l'État à la presse ou une augmentation de cette aide-là pour qu'on puisse sortir des sentiers battus. Comme Gérard l'a dit, je ne suis pas venu également dans la presse pour faire un sacerdoce. C'est une entreprise de presse. Quand vous avez l'OTR au cul, et excusez-moi le terme, à la fin de l'année, on ne vous dit pas que vous faites un sacerdoce. Si vous faisiez un sacerdoce, l'OTR ne sera pas derrière vous pour vous dire redressement, on va faire un petit contrôle pour voir combien vous payez et tout ça. Donc, il va falloir qu'on puisse nous-mêmes aller au-delà de cela. On a des organisations professionnelles de presse. On a dit, on peut aller vers les intrants par exemple, le papier, etc., voir comment négocier des taxes, comment alléger nos conditions de travail, juste pour l'imprimerie d'abord. Ensuite, on peut aller vers des accords avec la CNSS pour la déclaration de nos employés ou des journalistes. On peut revoir également le côté formation. Aujourd'hui, on a 2 écoles de formation en journalisme, c'est insuffisant. C'est pourquoi quand l'État dit souvent que les journalistes n'ont pas un bon niveau, n'ont pas ceci, n'ont pas cela, mais vous avez combien d'écoles de journalisme dans le pays? Vous en avez combien? L'ISICA ne peut pas accueillir toute la demande, tous ceux qui veulent vraiment se faire former en journalisme. Il y a une école privée qui est STAC qui forme quand même de bons journalistes, mais c'est insuffisant. Ces 2 écoles ne suffisent pas aujourd'hui à contenir la demande. Donc il faut davantage de secteurs, davantage d'écoles pour aller vers la formation. Parce qu'aujourd'hui, le grand défi, les gens ne le voient pas pour le moment, et dans 5 ans, on n'aura plus de bons journalistes. On n'aura plus. Ah non, mais ça c'est grave. Ça. Non, mais aujourd'hui, ceux qui sortent de l'ISICA, vous les avez testés?
Mais quand ils viennent dans la rédaction, ils sont incapables de vous faire un bon reportage. Ils sont incapables même juste d'aller suivre et de restituer. Même un compte rendu ne peuvent pas. À cette allure, j'ai dit dans 5 ans, on n'aura plus de bons journalistes. On n'en aura plus. Parce que ceux qu'on forme aujourd'hui ne pourront pas prendre la relève. Donc il y a un problème que peut-être les gens ne voient pas pour le moment, mais au-delà du problème des moyens financiers, il y a un problème de ressources humaines. Et aujourd'hui, on se bat. Oui, on a quand même des journalistes qui sont bons sur le terrain. On en a qui sont meilleurs, on a vu des gens... Qui sont formés sur le tas. Voilà, qui sont formés sur le tas. Voilà, mais qui sont très bons. Ceux qui sont allés à l'école ont des difficultés. Voilà le problème. C'est-à-dire... C'est un paradoxe terrible. Oui, bon, de toutes les façons, on vous dira que les meilleurs journalistes sont ceux qui sont formés sur le tas. Même à RFI, et Laurent Sadou fait à son âme, oui, c'était le meilleur journaliste, mais il n'a pas fait d'école de journalisme. Et vous allez à l'ESJ Lille, la plus prestigieuse école de journalisme. Richard Pernollet, c'est un formateur, mais lui-même n'a jamais fait d'école de journalisme. Donc, en réalité, les meilleurs sont des gens qui sont formés sur le tas. Maintenant, ceux qui arrivent, qui se professionnalisent à travers des écoles, qui se forment, ils ont des difficultés. C'est là où l'État aussi doit nous aider à travers des formateurs ou des séances de mise à niveau ou l'ouverture de nouvelles écoles afin de contenir la demande. Parce que dans un pays, si la presse meurt ou chute, je pense qu'on laisse libre cours aux rumeurs qui vont prendre le dessus et qui vont mettre le pays à feu et à sang. Ce n'est pas normal. Oui, Sylvestre. Non, moi je crois qu'il y a une citation donc d'un ancien président américain, Thomas Jefferson, qui disait justement que lui préfère, s'il faut choisir entre un gouvernement sans journaux et des journaux sans gouvernement, il choisit la deuxième option. Ce sont des gens qui ont compris quand même le rôle donc de la presse dans une société. Mais quand on prend le cas du Togo, j'ai l'impression que si certains ont même quand même la possibilité ou peut-être la magie de faire disparaître les journaux aujourd'hui, je te le dis. S'il y a certains à qui on peut dire aujourd'hui, vous avez la possibilité de faire disparaître les journaux au Togo, ils vont le faire. Franchement, j'en connais. Je suis sûr de ce que je dis. Je vous dis, il y en a tellement. Même aujourd'hui, même l'impression que du moins la manne que le gouvernement donne, et du moins à la presse togolaise, c'est une caricature assez parfaite, que les gens n'arrivent pas à intégrer le rôle prépondérant que joue la presse au Togo. Parce que vous ne pouvez pas quand même peut-être jeter sur les 75 millions, 100 millions à toute une panoplie de journaux. Au même moment, vous donnez plus de 500 millions ou même des événements qui, ma foi, n'honorent même pas, du moins c'est notre tradition. Suivez mon regard, je parle donc d'un événement que nous avons tous les ans ici au Togo où on dépasse des milliards, ne serait-ce que pour aller voir les cuisses des jeunes filles. Maintenant, ici au Togo, c'est pas évaluant, c'est pas évaluant. Ça, c'est beau, ça. Donc, aujourd'hui, je crois que le gouvernement togolais n'a jamais intégré le fait que nous travaillons pour ce pays. Pour certains, nous sommes peut-être en mission, ne serait-ce que pour faire tomber du moins leur pain quotidien. Mais il faudrait quand même qu'on comprenne que sans la presse aujourd'hui, je crois que ce pays n'en serait pas là où il est aujourd'hui. Non, je crois que la responsabilité nous revient aussi en tant que journaliste et en tant que... Est-ce qu'on se fait respecter suffisamment? C'est ça, au fait, c'est ça le problème. C'est-à-dire que quand vous voyez, vous prenez par exemple, vous lisez les conclusions des assises de la presse, ces assises qui ont eu lieu à Palimé. Mais tout ce que nous sommes en train de dire, ceux qui ont eu la chance de lire ces conclusions, vous allez retrouver tout ce que nous sommes en train de dire. Mais je crois que c'est l'application qui est un problème. Si aujourd'hui, excusez-moi, l'État, ou soit le ministère de la Communication, prend aujourd'hui cette décision et la met en pratique, on ne serait pas ici aujourd'hui. Or, quand on parle de l'aide de l'État à la presse, quand on parle de la formation, quand vous lisez ces conclusions, il y a la convention collective. Vous savez, c'est la période d'information. Oui, bon, quand les élections arrivent comme ça, il y a des sous à justifier un peu partout et bon, tout le monde s'y met, quoi. Je crois qu'il faut quand même former, mais ce qui est important, il faut pérenniser les acquis quand même que nous avons parlant de ces assises-là. Moi, je tiens toujours à ce que le ministère de la Communication et la HAC puissent mettre en application les retombées de ces assises de la presse. Aujourd'hui, quand vous prenez la plupart des journalistes qui travaillent, que ce soit au niveau des rédactions, des radios, des télévisions, vous voyez qu'il y a certains même qu'on n'arrive même pas à payer ce qu'on appelle le SMIC. Certains n'en ont pas. Et quand vous prenez certains patrons de presse, ils ont des difficultés.
Le patron de presse, quand vous prenez son sac, il y a tout dedans. Vous voyez, il circule avec son cachet, il circule avec tout, son ordinateur. On ne sait jamais. Je crois qu'il est important aujourd'hui que, moi je le réitère, il faut que la HAC prenne ses responsabilités, le ministère également de la communication, pour mettre en application les résultats issus effectivement de ces assises de la presse. Très bien. Gérard, vous voulez placer un mot? Je voulais qu'on marque une pause. Alors, après la pause, je vous donnerai 1 minute et puis on va aborder un autre sujet. Retour en studio pour la seconde partie des Taxi Presse. Tout à l'heure, nous parlerons de l'économie avec le budget de l'État, budget 2019 voté il y a quelques jours à l'Assemblée nationale. Le gouvernement togolais veut consacrer 45% de ce budget au social. Alors nous nous interrogerons sur le mandat social de Faure Gnassingbé. Est-ce qu'il est enfin en marche? Je poserai la question à mes confrères en studio, Gérard Ouessant en premier. Mais avant, nous parlons de la presse. Et un auditeur qui nous dit, moi je tire chapeau aux journalistes togolais parce que franchement, ils font du bon boulot dans la sous-région. Le seul problème, c'est l'aide de l'État qui est trop minable, dit donc l'auditeur. Il y a un autre qui revient sur un autre sujet lié donc à la presse. En fin de journée, porte ouverte de la presse togolaise entière ou d'une partie de la presse togolaise. Allez-y, vous verrez que ce sont seulement les journaux dont le nombre d'exemplaires par parution se limite qu'au nombre de ministères et de directions d'État que nous avons au Togo. Et ce sont des journalistes qui, dans un an, changent de bagnole par les moindres, au moins 4 fois. Et dans la foulée, les grandes entreprises de presse qui ont des employés sont laissés à leur sort, nous dit l'auditeur. Ce qu'il suffit de poser un exemplaire sur un bureau d'un ministre ou d'un DG pour se faire remplir donc les poches peuvent aussi dire qu'ils ne se nourrissent pas de la presse, se demande donc l'auditeur. Vous voulez passer un mot déjà avant la pause? Non, je pense que celui qui vous a envoyé un message, il a tout dit. Je voulais parler de la confraternité. Moi, je crois que c'est un mot qui ne devrait même plus sortir de la bouche des journalistes togolais. Vous l'avez prononcé, vous, tout à l'heure. Oui, ça dit que la confraternité n'existe même pas. Quand vous parlez de l'aide de l'État à la presse, je vais peut-être vous dire quelque chose qui va vous choquer. On parle de 100 millions, mais moi je suis sûr que l'aide de l'État à la presse peut avoisiner 1 milliard dans ce pays. C'est-à-dire qu'il y a l'aide de l'État à la presse officielle, que les gens m'en excusent, je sais qu'après ça j'aurai la foudre sur ma tête, mais il y a l'aide dessous de table qui dépasse de loin l'aide de l'État à la presse. Vous allez voir un DG qui vous dit, publiez-moi ça, et vous avez 400 000, 500 000, on vous le donne. C'est une sorte d'aide de l'État à la presse aussi. Et quand nous nous rendons complices de ce mécanisme, alors là, les dés sont pipés. C'est pour ça que vous allez voir, certains réclament l'augmentation de l'aide de l'État à la presse, pendant que d'autres, ils n'ont aucun intérêt à ce que l'aide de l'État à la presse soit augmentée, parce que eux, ils savent que ça avoisine les 1 milliard. Mais ils ont ça à travers des canaux. Bon, si demain vous voyez ma tête cassée, sachez que c'est parce que j'ai dit ça dans votre studio. Ah d'accord, très bien. C'est peut-être ça, mais je pense qu'à un moment donné, il faut quand même avoir le courage de se dire les vérités. Pour terminer, je crois aussi que l'État doit prendre sur lui de sensibiliser la jeunesse à la lecture. Tant que la presse est négligée, vous savez, la presse c'est la meilleure lecture. Le canard que vous prenez le matin, vous lisez rapidement, rien de comparable avec un roman que vous devez lire peut-être 1 jour, 2 jours. Le journal, c'est des analyses, et ça forme le jeune à savoir là où il va. Une jeunesse qui ne lit pas, une jeunesse qui se contente d'avoir ces informations seulement sur les réseaux sociaux, moi je crois que c'est une jeunesse dangereuse. Regardez un peu ce qui se dit sur les réseaux sociaux, et puis regardez aussi l'agressivité que les gens... Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, hein. Sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp surtout, c'est l'agressivité. C'est pour voir celui qui va le plus couillonner l'autre, celui qui va trouver les mots les plus durs contre l'autre. Et tout ça là, ça participe à former une jeunesse violente. Moi je me dis, c'est un truc auquel il faut remédier. Un journal, vous prenez, c'est des analyses. Hein, on peut être d'accord, on ne peut pas être d'accord. Voilà. Et quand le jeune est habitué à ça, à lire des analyses, à voir le pour et le contre et tout, vous voyez, il devient un citoyen, comment dire, modéré dans tous les cas. Et je vais dire que je voulais finir comme ceci, mais pour terminer, alors, écoutez, je laisse.
C'est bon. Ça nous permet quand même d'avancer un petit peu. Il y a un autre auditeur qui nous dit ce message WhatsApp comme les autres nous sont envoyés sur le 90 71 49 62. Et cet auditeur de nous dire le journaliste togolais même a contribué à son comportement à vendre. Le journaliste togolais même a contribué par son comportement à vendre moins cher la presse togolaise. On note une clochardisation sous le couvert de miettes que certains journalistes prennent pour prêcher pour la chapelle des gouvernants. C'est ce que lui, il dit. Un autre qui nous envoie ce message à l'instant même. Le mal de la presse, c'est qu'il existe des journalistes vrais et des journalistes partisans des partis politiques. Comment peut-on faire du bon boulot, se demande-t-il. Voilà. Ce débat, nous, on va le prolonger mercredi à Sokodé, puisque Taxi FM sera à Sokodé par rapport donc aux journées portes ouvertes. Donc on reviendra sur le sujet amplement avec les confrères qui y seront. Je voudrais maintenant qu'on aborde l'économie avec le budget de l'État voté il y a quelques jours à l'Assemblée nationale. Le gouvernement nous a signifié que pour l'année 2019, excusez-moi, 2015 il y a 4 ans, 2019, 45% de son budget sera consacré au social. Est-ce que vous y croyez, vous, Siles Béni? Et Eric, tu sais, je t'admire beaucoup, je t'apprécie beaucoup parce que tu as quand même cette force-là de répéter, et ça c'est des promesses non tenues. Tu sais? Et en 2005, je crois que lorsque le président actuel, Faure Gnassingbé, est arrivé au pouvoir, il est venu avec un projet de société bâti, on parlait donc à l'époque des 20 plus de forts. Oui, bien sûr. Des 20 plus de forts, je m'amusais tout à l'heure à voir ce que nous avons. Il parlait donc de réconciliation de l'unité nationale. Et il disait à l'époque que le Togo doit se réconcilier avec lui-même. Il doit accepter ses différences, mais renforcer son unité du nord au sud, de l'est à l'ouest. Mais figurez-vous, lorsqu'il s'est agi pour la CVJR de combattre les brèches, c'est les forces armées qui sont venues avec un discours de la gare, à l'époque, rappelez-vous. Et là, j'ai eu dire que même Monseigneur Baligara a failli démissionner le jour-là. Or, c'est le chef qui a dit qu'il va réconcilier les Togolais. Il a également parlé donc de la sécurité donc du pays. Et il disait donc qu'il va renforcer les relations entre l'armée et le peuple togolais. Mais aujourd'hui, personne ne peut nous dire qu'il y a une confiance, il y a quand même une concorde entre l'armée et le peuple. L'inimitié, c'est même... l'armée et le reste du peuple, parce que l'armée aussi fait partie du peuple. Bon, si vous voulez. Mais l'inimitié s'est installée. Aujourd'hui, il y a tellement de méfiance entre l'armée et le reste du peuple, si vous le voulez. Il y a eu une journée porte ouverte pour l'armée. Il y a eu tellement de sommets et tout, mais ça n'a pas marché. Je vais vous donner juste un exemple. La dernière fois où un manifestant a été arrêté au niveau de l'échangeur à Goué. Oui. Vous avez arrêté la personne. Dont vous avez passé le témoignage. Justement, le jeune Abdou Ganiou. Vous avez arrêté un jeune qui n'a pas d'arme. Vous avez menotté le jeune par derrière et un élément monté sur les menottes. Est-ce qu'avec ça, vous croyez qu'il peut y avoir quand même une relation très facile entre l'armée et le peuple? Monsieur Faure Gnassingbé nous avait également promis la démocratie en 2005. Aujourd'hui, est-ce que nous sommes un pays démocratique? Moi, ma réponse est non. Nous sommes tous sauf une démocratie au Togo. Donc le budget, vous n'y croyez pas? Je vous dis, en 2010, le chef de l'État nous a promis la paix du cœur et c'était quoi? Et la concorde de l'esprit. Eric, tu vas quitter ce studio, tu vas rentrer peut-être à la maison, appelle au salon, on va te donner peut-être une feuille et on te demande de venir payer peut-être la deuxième tranche de le collage. Oui. Je demanderai à ce moment si tu auras la paix du cœur. Donc la paix du cœur, c'est dans des petites choses qu'on peut le voir. En 2015, on ne parle de mandat social. Et même, le chef de l'État est allé plusieurs fois en Italie, même pour avoir peut-être la bénédiction du pape François. Mais finalement, on s'est rendu compte que le mandat social décrété par Faure Gnassingbé est devenu le mandat de toutes les abominations que nous avons vues. C'est au cours donc de ce mandat où nous avons tellement eu de problèmes dans ce pays. Tous les secteurs sont en ébullition. Et les enseignants en grogne, et
les praticiens hospitaliers, même au sein même de la fonction publique, notamment dans le département de ce ministre-là que les Togolais ont quand même décerné le prix donc des silences en mensonge. Il y a même eu des grognes dans son département. Ça veut dire qu'on nous a tellement promis des choses dans ce pays et le gouvernement n'a jamais tenu. Figurez-vous, c'est au lendemain même du mandat social annoncé par Fonia Simbe qu'un jeune Togolais a été abattu dans les environs de la présidente de jeune Alabi Nourouzine, qui réclamait à l'époque la baisse du prix des produits pétroliers. Donc, on nous a tellement... Donc, ça veut dire que lorsqu'on parle de mandat social, la réponse est assassinat et meurtre. Ça veut dire qu'aujourd'hui... Non, c'est ça la caricature. C'est ça la caricature. Lorsque les Togolais demandent, rappelez-vous, monsieur le président, du mandat social, c'est les bastonnades, c'est les coups. Finalement, donc, aujourd'hui, on nous promet encore 45% de quoi du budget. Oui. Donc, je préfère qu'on aille même à 100%, mais que le chef de l'État garde cela. Parce que les Togolais n'en ont pas besoin. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Assilef. Je ne sais pas si vous tiendrez le même langage, Jacques Diakouti. Mais le gouvernement nous dit aujourd'hui que 45% de tout le budget sera consacré au social. Ça doit être une bonne nouvelle quand même. Je crois que le confrère Sylvestre est revenu sur des aspects. Il est vrai que on ne peut pas associer la violence à un mandat social. Parce que quand tu lis un mandat social aux violences, c'est plus finalement un mandat social. Donc je crois que c'est la différence que je voudrais faire par rapport à ce qu'il a dit tout à l'heure. Il est vrai que quand on parle du mandat social aujourd'hui, il y a beaucoup de portes de résistance. Parce que quand on met des sous, souvent ces sous-là n'arrivent pas à régler, parce que la plaie est tellement béante, parlant du social, si bien que lorsque le gouvernement essaie de mettre un sou quelque part, on voit en ces sous-là que cela n'atteint pas son objectif, parce que il y a tellement d'échecs, il y a tellement de besoins. Ce n'est pas un échec, mais il y a tellement de besoins. Quand vous prenez le secteur de l'éducation, vous prenez le secteur de la santé, je crois que c'est des secteurs où il y a beaucoup de sous, hein, ces secteurs-là engloutissent beaucoup de sous. Et quand vous prenez par exemple les infrastructures également, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'État a baissé un peu la garde, parlant de la construction des routes, parce que quand vous allez, ceux qui ont l'habitude de voyager pour aller vers le nord, vous allez constater que c'est la croix et la bannière sur certains axes de notre pays, surtout les axes où Ebomaf avait pris des marchés vers le nord, où aujourd'hui il a carrément abandonné ses marchés, et on ne le voit plus. Et finalement, c'est plus des routes que nous avons. Quand vous prenez certaines localités du nord. Là, il faut savoir ce qui s'est passé entre-temps. Justement, c'est ce que j'ai dit. Bon, parce que il n'y a plus de routes. C'est le préfinancement qui est quand même roi chez nous. Oui, c'est la PPP. C'est vrai on ne donne pas l'argent aux sociétés. Oui, il faut faire le travail. Il faut faire le travail. Mais il est important que l'État puisse sévir également. Parce que s'il faut que vous déboursez de l'argent pour payer à quelqu'un et finalement la personne elle-même débourse son argent pour faire et après vous ne le remboursez pas, mais vous voyez que c'est quand même un problème. Je crois que parlant du mandat social également, il était question également de la construction, essayer de voir comment renouveler les hôpitaux, surtout CHU. Vous parlez des poches de résistance où que les besoins sur le terrain se révèlent plus grands que ce que le président a promis. Bien sûr. On pourra parler d'échecs. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il faut continuer par croire à ce genre de discours? Non, c'est ce que quand on sait que quelque part, encore vers la fin de l'année 2019, on fera ce qu'on appelle collectif budgétaire. Oui. C'est-à-dire qu'on se rendra compte, chaque année depuis, on se rendra compte que bon, voilà, oui. On ne peut pas tenir les promesses. Et puis voilà, on fait d'autres votes. Non, je ne parlerai pas d'échec. Moi, je l'ai toujours dit. Vous savez, quand vous prenez notre pays... Non, mais quand on ne remplit pas une mission, c'est un échec. Ou parce que vous avez peur des mots? Non, je n'ai pas peur des mots, mais je ne parlerai pas d'échec. Mais plutôt, vous savez, on ne fait pas souvent l'évaluation des besoins dans notre pays. Avant de parler? Pas parler, mais avant d'exécuter. On ne fait pas les évaluations. Mais que si on nous dit... Il y a des problèmes dans le pays, nous voulons régler le problème social. Ça suppose qu'on a fait des évaluations. On n'a pas fait. Il y a des évaluations qu'on ne fait pas souvent. Non. Prenez le cas des enseignants. La revendication des enseignants, par exemple, où on était obligé de chercher des fonds, ne serait-ce que pour satisfaire les enseignants avant la rentrée. Vous voyez? Donc, c'est des prévisions quand même qu'il faut faire. On sait que, par exemple, dans 10 ans, s'il faut investir, par exemple, pour refaire la route de Ségbé,
C'est une prévision qu'on doit faire. Oui, il ne faut pas attendre que, par exemple, qu'on dise que la petite route qui reste, il a plu et que l'eau a emporté tout ce qu'il y avait. Donc il faut courir de gauche à droite pour chercher encore un fond quelque part pour aller reconstruire cette route. Et on dit par exemple qu'il y a un pont qui est cassé quelque part, on n'avait pas prévu, peut-être ce qu'on avait prévu pour faire peut-être construire un autre bâtiment quelque part, on essaie de racler ces sous-là pour aller, vous voyez, donc c'est pourquoi j'ai dit il est important en toute chose, il faut prioriser, et quelle vision vous avez par rapport à cette vision, à ce mandat social au fait. Au fait c'est ça, donc je crois qu'aujourd'hui, peut-être qu'on pourra combler ce déficit avec le PND, parce que ceux qui ont lu un peu le PND, je crois que c'est des choses quand même que moi je trouve quand même positives dans ce PND-là, parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez même notre secteur, parlant de la HAC, aujourd'hui, il y a également un volet où on doit reformer également, ne serait-ce que la HAC sur la législation même des médias que nous sommes. Même j'ai appris qu'il y a un test qui a passé à l'Assemblée nationale, mais jusqu'à présent, aucun journal n'a fait cas. Je ne sais pas si c'est vrai ou il paraît qu'un texte est passé où on dit aujourd'hui qu'on peut révoquer un membre de la HAC. C'est voté? C'est ce que j'ai appris, mais je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est confirmé. On va révoquer pas mal quand même. Merci beaucoup. Donc, je crois que le mandat social, je crois que c'est un bon programme, un projet, mais il est important aujourd'hui qu'on puisse prioriser ce projet et voir également l'efficacité de ces projets-là et comment ces projets-là sont exécutés. Oui, sur le terrain, c'est un vrai problème. Ouais. Et là, dans votre journal, vous parlez beaucoup économie. Là, on nous dit aujourd'hui que, voilà, écoutez, le mandat social, on a commencé, il reste encore 2 ans pour faire le travail, on veut consacrer 45%. Vous y croyez, vous, par rapport à vos analyses sur le plan économique? Je crois qu'il faut aujourd'hui faire économie de beaux discours. On en a suffisamment entendu. Et par rapport au développement économique du pays, par rapport à beaucoup de choses. Aujourd'hui, je pense que l'urgence sur le plan économique, c'est d'arriver à rassurer le secteur privé suite aux difficultés que ce secteur a depuis le déclenchement de la crise sociopolitique togolaise. Et c'est vrai qu'on parle du mandat social, mais on ne peut pas faire de mandat social sans l'appui au secteur privé qui est pourvoyeur de richesses et créateur d'emplois. Et je suis quand même sidéré de constater que enfin de voir ce qui est réel, ce qui est urgent, parce que quand on parle de doing business, quand on parle du classement du Togo, quand on parle de tout cela, ça a un lien avec le secteur privé. Et sans les entreprises, le doing business n'évoluera pas. Sans la création d'entreprises, on n'arrivera jamais, malgré les facilités de l'État, malgré tout ce qu'il y a comme souplesse dans la création des entreprises et les avantages que l'État offre, on n'arrivera jamais à s'en sortir. Et donc, le mandat social, lui, on en parle depuis 2015, mais je pense que l'État a suffisamment pris du retard, sinon le président de la République a pris du retard à décréter ce mandat social-là. Les difficultés sur le plan social existent. Les difficultés sont graves et criards par rapport au Togo. Il y a un auditeur qui attire notre attention sur le SMIC et qui n'est pas payé au Togo. Oui, dans beaucoup de secteurs, il y a des enseignants qui sont à 30 000 francs par mois. C'est incroyable ça. Oui, mais moi, souvent, je m'amuse en disant que vous prenez 30 000 francs par mois, il y a Canal Plus qui vous attend. Vous faites un réabonnement de Canal Plus de, je sais pas, 5 000, si c'est le foot que vous aimez regarder, vous avez 10 000 ou 18 000, et il reste combien? Et il y a les enfants, il y a madame, il y a vous-même. Et donc, vous voyez que les difficultés sont quand même énormes. Et pour la petite histoire, et je ne sais pas si on vous a dit comment on a pu arriver à ce niveau du SMIC de 35 000 francs, demandez aux gens, ils vont vous dire. Non. Le jour de la signature de cette convention, en transportant le SMIC à 35 000 francs, vous allez interroger des gens au niveau du patronat, ils vont vous dire comment ça s'est passé. Et les gens se sont désolidarisés parce qu'ils n'étaient pas d'accord qu'on puisse arriver à 35 000. Ils voulaient aller au-delà de 35 000. Et quand vous écoutez tout cela et que vous faites les liens, et quand le président dit par exemple qu'il y aura un forum présidentiel de la jeunesse aussi, ça aussi c'est dans le mandat social, et un forum présidentiel de la jeunesse où les jeunes entrepreneurs vont avoir l'occasion de pouvoir parler, de s'exprimer, etc. Et nous en mars, c'était en avril, on a dit que ce truc n'allait jamais se tenir, on a dit que c'était reporté. Les gens nous ont pris pour des oiseaux de mauvaise augure en disant non, que c'est nous qui jetons du sable dans la farine et tout ça. Mais on est déjà en décembre, bientôt, dans 3 jours, et le forum présidentiel de la jeunesse n'aura finalement jamais lieu. Et c'est ce qu'on constate, hein. Et c'est pas que c'est de la prophétie. On a constaté que ça ne va pas avoir lieu et on est là.
Et bon, maintenant, si on parle de budget et on dit 45% en 2019 au mandat social, et sur l'année 2018, l'exécution du budget, avec toutes les difficultés qu'il y a eu, on fait un collectif budgétaire déjà sur le premier semestre de l'année, et parce qu'on a des difficultés, mais puis malgré tout cela, on fait encore des promesses pour 2019 en disant 45% on va le consacrer au mandat social. Non, c'est pourquoi je dis qu'il faut faire économie de beaux discours. La situation sociopolitique telle qu'elle se présente aujourd'hui a des répercussions terribles sur le budget de l'État. On a des ressources qui sont là, et il y a quand même des difficultés pour pouvoir mobiliser les sous. Il y a beaucoup de problèmes sur le marché économique et financier. Le Togo a fait plusieurs emprunts obligataires cette année. On est reparti sur le marché de l'UEMOA pour lever des emprunts obligataires. Des banques privées aujourd'hui ouvrent leur capital, les capitales sociales, ouvrent leurs actions pour que les gens puissent véritablement reconstituer cet actionnariat. Et donc quand vous avez des difficultés du genre dans un pays, quand vous avez dans un pays les deux banques principales de l'État qui sont sur la voie d'être privatisées, quand vous avez dans un pays le corps social qui est en ébullition tout le temps, je pense quand même que avant de pouvoir aller à un certain pourcentage... À quoi joue-t-on là quand on nous balance ces chiffres, ces données, alors qu'il y a des problèmes réels sur le terrain? À quoi est-ce qu'on joue? Oui, non, en fait, il faut que c'est à l'État de nous dire, parce que le budget, c'est du prévisionnel. Les choses que vous relevez sont assez réelles et graves. Oui, mais quand on nous balance le même chiffre, on se pose la question. Oui, moi j'ai toujours dit dans ce pays que les économistes que nous avons ne sont pas courageux. Vous comprenez? Et quand vous invitez les économistes dans les débats, ils fuient le micro. Oui, ils n'acceptent même pas. Ils ne viennent même pas. Oui. Parce qu'ils savent que, en fait, c'est quand même l'essence même du pays. C'est-à-dire, il y a des choses sur lesquelles, quand vous touchez ces problèmes-là, et c'est quand même écœurant. Vous voyez, le budget, c'est du prévisionnel. C'est du prévisionnel. C'est-à-dire, on dit, bon, on dépense tel nombre de chiffres, tel nombre d'argent pour tel domaine. Maintenant, si, lors de l'exécution, on n'arrive pas à avoir ça, ou que l'OTR ou bien l'État n'arrive pas à mobiliser les ressources, mais qu'est-ce qu'on fait? On fait un collectif budgétaire. Mais si déjà en mars 2019, l'État se rend compte que les 45% décrétés pour le mandat social, je n'arrive pas avec mes ressources à pouvoir le faire, qu'est-ce qu'on fait? Parce que je ne sais pas comment les élections législatives seront financées. Vous savez? Personne ne sait. Voilà. Est-ce que c'est sur fonds propres? 1. 2. Il y a les élections locales qui s'annoncent. Là, on n'en parle plus quand même. Oui, mais ça arrive. Qui paye l'addition? 2020 arrive. Qui paye l'addition? Et 2020, c'est dans le premier trimestre de l'année 2020 qu'on aura à faire la présidentielle, les préparatifs, et qui va payer l'addition? Tout ça, c'est des problèmes réels. Et donc, on ne peut pas aujourd'hui aller au-delà de toutes ces considérations pour parler de 45% du budget pour le mandat social. Je pense quand même qu'il faut faire économie de tout ça. Alors, il y a des auditeurs qui réagissent justement sur ces questions. Il y a un auditeur qui nous dit que le pouvoir cesse de nous mentir, qu'ils viennent nous faire le bilan de leur fameux mandat social. Nous ne remarquons rien de tout cela. Seuls les entourages en profitent, nous dit donc l'auditeur. Un autre nous dit, le mandat social n'est pas une incantation. Depuis la réélection de Faure Gnassingbé en 2015, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu concernant le mandat social? Mais aujourd'hui, la réalité est là. Bon nombre de Togolais continuent de tirer le diable par la queue. Par ailleurs, on ne peut décréter un mandat social et rester inerte face au détournement à ciel ouvert des deniers publics qui en réalité devraient servir dans la réalisation de ce mandat. Aujourd'hui, le Togolais a besoin de faits réels qui concrétisent ce mandat social et non de beaux discours à des fins électoralistes, nous dit donc l'auditeur. Un deuxième message, on donne la parole à Gérard. Il n'y a pas de mandat social au Togo. Toute petite chose et discours, c'est pour remplir les poches et fouler le peuple. Imaginez la route de Djidjolé au niveau de la pharmacie en allant au siège de l'ancien obus. Cette route dont on a dépensé pour faire était seulement pour quelques mois. Et ce qui est plus aberrant est que beaucoup parmi vous, les journalistes, cautionnent et défendent cela. Bon, je ne sais pas trop, mais bon. Gérard, oui, quel est votre commentaire par rapport à ce sujet-là? Non, je vais dire peut-être quelque chose que vous allez qualifier de bêtise. Encore? Mais moi, je vous retourne la question, qu'est-ce qu'on appelle mandat social? Moi, j'ai un peu fait l'économie politique. Je n'ai jamais vu dans aucun livre quelque chose qu'on appelle mandat social. Bon, il faut juste en déduire, Gérard. Ne faites pas de la philosophie. Non, je ne fais pas de la philosophie. Il faut juste en déduire qu'on parlera dans ce mandat du social. On fera beaucoup du social. Ouais, ça veut dire quoi, social? Vous savez, les mots n'ont de sens que dans un contexte. Quand vous parlez, par exemple, de... Je ne sais pas moi, prenons n'importe quel mot. Hein. Quand vous prenez axe,
je prends par hasard le mot axe. Le mécanicien, quand il vous parle de l'axe, c'est différent. Oui. Quand vous parlez de l'axe en histoire, on va vous dire c'est le contraire des alliés. Il y avait l'axe et les alliés. Oui. Ça, j'ai pris par hasard le mot axe. Hein. Tous les mots que vous prenez, ça a un sens seulement dans un contexte. Celui qui vous a dit qu'il va faire un mandat social, est-ce que vous lui avez posé la question, qu'est-ce que vous mettez dans le concept de mandat social? Personne ne lui a demandé ça et on se met à gloser sur les résultats de quelque chose que nous ne comprenons même pas. Mandat social, ça veut dire quoi? Il va vous dire, moi en achetant les gaz lacrymogènes, c'est des investissements sociaux. Non. Vous lui direz que c'est bon. Non, mais Gérard. Mais quand M. Bawara vous dit, il faut avoir la paix à Décon, vous ne devez pas marcher parce que les gens font du business là-bas. Il va vous dire, mais moi j'ai investi dans le gaz lacrymogène pour que ceux qui vendent les portables là-bas puissent continuer à faire leur business. Est-ce que c'est pas du social? Mais c'est du social. S'il n'y a pas la paix, on ne peut pas vendre les portables. C'est du social. Quand on vous dit qu'on a donné de l'argent aux femmes des FAT, est-ce que c'est pas du social? Quand on vous dit... Alors moi je me dis, le grand problème du Togolais, c'est que nous sautons sur les choses sans demander d'abord à celui qui, quand quelqu'un amène un concept, on ne lui demande pas, mais monsieur, définissez-nous ce que vous entendez par là. Nous, c'est ce qu'on nous a appris à l'école. Tout concept, tout mot n'a de sens que dans un contexte donné. Quand il dit mandat social, ah, monsieur le président, qu'est-ce que vous escomptez faire dans 1 an, dans 2 ans? Quels sont les résultats que nous devons attendre de ce que vous appelez mandat social? On ne lui a pas demandé ça. Et aujourd'hui, on fait un bilan. Nous faisons le bilan de quelque chose que nous ne connaissons pas. Qu'est-ce qu'il nous dit qu'il n'a pas réussi son mandat social? Pour moi, il a réussi, puisque nous ne savons même pas de quoi il s'agit. Et vous ne pouvez pas non plus dire qu'il a réussi si vous ne savez pas. Ben voilà. Donc moi, j'ai de la peine à me prononcer là-dessus. On dit, il faut marquer des buts. Quelqu'un a parlé sur au Togo, ça veut dire que lui marque des buts contre son propre camp. Oui, quand on ne définit pas marquer un but, c'est aller mettre dans les poteaux de l'adversaire. Alors quelqu'un qui marque dans son propre camp, il peut vous dire aussi c'est des buts. Mais alors que c'est une parfaite bêtise. Alors demandons toujours, surtout aux hommes politiques, quand ils nous disent, ils nous font des promesses, mais qu'est-ce que vous entendez par là? Quels sont les résultats que nous devons escompter? Sur quoi nous devons vous juger? On n'a pas demandé, mais aujourd'hui, on ne peut pas faire de bilan pour quelque chose qui n'a pas été prédéfini. En réalité, on ne fait pas le bilan pour le mandat social de Faure Gnassingbé. On aura forcément l'occasion, lorsqu'on s'approche à 2020, les élections présidentielles, pour y revenir, mais on nous dit qu'il y a 45% du budget qui sera consacré au social. Alors on s'interroge si franchement c'est le mandat social là qui démarre là maintenant. Moi je leur dis en même temps qu'est-ce que vous appelez social. D'accord. C'est en ce moment que je dis les 45% là, vous voulez investir dans quoi? Jacques a parlé tout de suite de routes. Bon, il parlait, c'est comme si les routes étaient des investissements pour le social. Pour moi c'est des investissements tout simplement et des infrastructures. Ça n'a rien à voir de social. Quand vous construisez un hôpital, est-ce que c'est du social? Ça, c'est des investissements qui sont appelés à terme à être rentables. Un hôpital peut être rentable. Regardez l'hôpital de Val-de-Grâce et tout ça là. C'est des gens qui brassent des milliers, des milliards que nos chefs d'État leur payent. Ce n'est pas du social, un hôpital. Et quand vous créez une clinique, vous ne faites pas du sacerdoce, vous ne faites pas du social, c'est du business. Alors, c'est quoi un investissement social? Merci beaucoup, Gérard Royston. Nous allons marquer une pause, puisqu'il est midi sur Taxi FM. On reviendra dans quelques secondes pour poursuivre le débat. Troisième partie de Taxi Presse avec Gérard Royston, Jacques Diakouti, Sylvestre Béni et l'homme Artis Ogbe. Mais avant, la liaison avec la rédaction de Taxi FM a été établie. Bonjour, Amen Assignon. Bonjour, Éric Dator. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes au programme pour Taxi Midi, 12h45. Quel est le contenu de votre journal? Oui, Éric, à moins d'1 mois des législatives, selon le chronogramme du gouvernement, la Cour constitutionnelle est en conclave avec divers acteurs impliqués dans le processus électoral. Les échanges ont débuté à Lomé ce matin et portent sur la gestion du contentieux électoral. On parlera aussi de la conférence débat de l'Union des forces de changement ce week-end autour des valeurs que prône le parti, à savoir négociation, pardon, amour. 4e journée à la foire Togo 2000 ce lundi dédiée au numérique au service des jeunes entrepreneurs. Samedi, le pays invité de cette 15e édition a été à l'honneur avec une forte délégation. Il s'agit du Burkina Faso.
Et puis sport, Koroki et Domido, les deux représentants togolais se sont envolés hier pour les coupes continentales. L'un joue à Dakar au Sénégal, l'autre à N'Djamena au Tchad. Le taxi était à l'aéroport avant leur départ. Nous en parlons dans Taxi Midi. Rendez-vous à 12h45. Avec votre taxi, maintenez le cap à Ménassignon. On vous retrouve tout à l'heure à 12h45 pour le développement de tout ce titre. À tout à l'heure. Retour en studio. Je ne sais pas, on va parler politique, mais vous voulez réagir très rapidement. Pendant ce temps, il y a un auditeur qui nous dit que Gérard a raison. Vous avez un supporter. Le mandat social s'est renforcé. L'armée, lui, c'est ce qu'il nous dit. Si vous demandez les militaires qui nous gazent, que si Fort a réussi son mandat social, ils vous diront oui, alors que nos hôpitaux sont là, sans scanner. Oui, non, en fait, moi, je voulais revenir rapidement sur le rapprochement que je faisais entre le mandat social et les violences. Et là, je le dis et je l'assume, lorsque le mandat social doit être beaucoup plus ressenti au niveau du panier de la ménagère, mais lorsque vous êtes dans la rue, hein, souvent lors des manifestations et politiques, vous verrez que certaines viennent ne serait-ce pas pour demander le départ de Front Yacimé, mais c'est parce que dans la maison, ça ne va pas, ça chauffe. Et maintenant, lorsque ces gens-là viennent, ne serait-ce que pour demander à ce qu'on réduise le prix des produits pétroliers et qu'on doit les tuer, je me dis, je ferai rapidement le rapprochement avec les violences. Donc je me dis qu'aujourd'hui, le pouvoir togolais, c'est du saupoudrage, ils sont souvent dans leur logique donc, de bluffer le peuple. Ce mandat social de 45% qui sera décrété, je vous dis, tout ça là c'est du leurre. Il n'y aura rien. Depuis 2007, on nous a tellement promis des choses dans ce pays qu'ils n'ont jamais fait. Les gens sont dans l'incapacité de le faire. Donc à chaque fois, ils vont vous inventer des choses. Comme le petit Macron le ferait, il vient au pouvoir, il dit non, en 5 ans je ferai ci, je ferai ça. Quand Yacimé va le copier, il dit en 5 ans je ferai ci, je ferai ça. Mais au final, on aura plus de passifs. On aura plus de passifs. Donc je vous dis, ne croyez pas à ces chiffres de 45%. Il n'y aura rien. D'accord. Là, si vous le comprenez comme ça, peut-être demain, vous ne serez pas peut-être en colère contre eux. D'accord, très bien. Il y a un auditeur qui nous dit, moi je suis choqué quand on dit que 50% du budget sera consacré au secteur social, 45%. Vous savez, dans une économie où le tissu productif est inexistant, comment peut-on dire qu'on consacre 45% au social? Il faut plutôt encourager l'émergence du secteur industriel, ce qui conduira à une amélioration du niveau de vie de la population. Alors qu'ils assainissent les institutions, améliorent la gouvernance, mettent les infrastructures au niveau, l'État n'est pas une ONG et ne peut pas tenir longtemps avec le concept de mandat social, nous dit cet auditeur, Jacques Dakouti, et on parle politique. Bon, je crois que moi je voudrais plutôt, au lieu de parler de mandat social, qu'on puisse plutôt parler d'assistance aux populations. C'est-à-dire que mais pourquoi est-ce que l'État doit être dans l'assistance aux populations? Non, c'est-à-dire que c'est réel. Non, vous savez. Tout à l'heure. Non, c'est-à-dire que vous savez. Est-ce que ça peut prospérer? Non, c'est-à-dire que quand Gérard a évoqué tout à l'heure, vous avez suivi un peu son développement où il parlait de l'achat de gaz lacrymogènes, où il attribuait ça à un mandat social. J'ai dit non, ça. On ne peut pas assimiler l'achat de gaz lacrymogène qui est de la prédominance du ministère de la Défense ou bien de la Sécurité. C'est quel mandat si ce n'est pas social? Non, mais ça, on ne peut pas assimiler par exemple l'achat des gaz lacrymogènes à un mandat social, parce que nous savons comment les budgets sont gérés. Le budget du ministère de la Sécurité n'est pas géré à la présidence, le budget du ministère de la Sécurité n'est pas géré à la primature. Donc je crois que c'est des budgets autonomes que chaque ministère gère. Parlant du mandat social, je crois que ça, moi je voulais plutôt qu'on puisse parler des assistances où le président apporte aux populations sur des besoins spécifiques ou s'il y a une catastrophe à l'instant T, qu'on apporte l'assistance aux populations. Très bien. L'État trouve l'argent où pour assister les gens. C'est-à-dire que vous ne trouvez, l'État ne fabrique pas de l'argent. C'est en enseignant les sociétés privées qu'on peut aider, par exemple, les villageois. On vous dit, et l'homme a soulevé le problème tout à l'heure, à la fin de l'année, l'OTR l'a dit, vous avez l'OTR à vos culs, qui vous attend. Donc on appauvrit les sociétés, soi-disant, pour faire des flous FNFI à des gens. Moi, je suis contre ce système. L'auditeur qui a envoyé un message tout à l'heure, moi, je voudrais tellement le rencontrer parce qu'il a tellement bien vu la chose. Quand vous appauvrissez le secteur productif, soi-disant, pour de l'assistanat. L'assistanat, c'est quelque chose de très, très, très négatif.
parce que vous apprenez aux populations à vivre de l'assistanat, de l'aide. Bonsoir, cadeaux, tout ça. Une population qui vit seulement de cadeaux. Non, mais écoutez, en Occident, il y a le social, il y a les gens qui ne travaillent pas, ils sont payés par l'État. Et comment ça? Mais ça dit qu'au moment où vous travaillez, vous faites des contributions et c'est ça qui assure l'allocation chômage pour certains. La société est organisée comme ça. Mais on ne dit pas, bon écoutez, on va vous faire des flous de 5 000, voilà, vous passez. Cette histoire de cadeaux d'assistanat. Vous savez, l'assistanat, quelque part psychologiquement même, il faut que le peuple sache que nous sommes nous-mêmes un moteur pour le développement de nos pays. Il ne faut pas attendre quelque chose de l'État provisoire. Oui, d'accord. Il ne faut pas attendre. L'État ne doit pas être dans l'assistanat. On leur a demandé de gouverner le pays. On leur demande de gouverner le pays. On ne peut pas le faire. On va revenir sur ce sujet très prochainement. Les citoyens qui doivent produire la richesse, on lui dit plutôt de manger des cadeaux. On va parler politique maintenant. Et vous savez que les choses se précisent avec le scrutin législatif du 20 décembre. Vendredi dernier, le président de la CENI, le très controversé Kojo Katanga, a fait le point, un dernier point, en tout cas pour nous dire que environ, au-delà de 3 millions de Togolais, au moins, se sont inscrits sur la liste électorale. Je propose qu'on ouvre un petit peu le débat là-dessus, mais en commençant par la sortie de la conférence des évêques du Togo. Est-ce que nos évêques sont en train de faire de la politique finalement, Elio Matissoubé? Non, je ne pense pas, parce qu'il revient dans un pays, il revient aux hommes de Dieu de pouvoir montrer la voie sûre. Je ne pense pas que les évêques fassent de la politique, parce que on a eu à la tête de la commission Vérité, Justice et Réconciliation un évêque, et c'est l'État ou le gouvernement togolais qui, après consultation de toutes les confessions religieuses, a décidé de confier les rênes de cette commission Vérité, Justice, Réconciliation à un évêque. Et parce qu'il y a eu des hommes de Dieu, d'autres obédiences religieuses qui ont été consultés également, mais ils ont préféré prendre un évêque. Et donc aujourd'hui, si la conférence des évêques du Togo tire la sonnette d'alarme par rapport à la situation sociopolitique, je pense que c'est quand même quelque chose qu'il va falloir prendre en considération au-delà des mots qui sont utilisés, parce que ça fait quand même longtemps, des années, que la conférence des évêques du Togo réagit sur des sujets d'actualité sociopolitique, et on a toujours, parce que je me rappelle il y a 5 ans, les mots utilisés par cette conférence des évêques du Togo pour décrire la situation politique du Togo étaient des mots que beaucoup avaient jugés de partisans ou trop faibles à l'endroit du pouvoir, ou sinon qu'ils étaient à la solde du pouvoir. Et aujourd'hui, on dit de la même communauté qu'elle est proche de l'opposition. Et franchement, ce pays, je pense qu'il faut aller vers un changement de mentalité, parce que la politique nous a tellement façonné que aujourd'hui, si tu dis quelque chose, on dit que tu es proche de X. Demain, si tu dis le contraire, on dit que tu es proche de Y. On ne voit pas. On ne voit pas le fond de ce que tu veux exprimer comme pensée. On est là plutôt à te juger par rapport à tes orientations. C'est le même débat auquel on assiste dans le cadre des réformes, et on laisse le fond du document pour se permettre de dire tout et n'importe quoi. Parce que, encore une fois, je me dis que ce pays, on doit avoir un problème, parce qu'on laisse de côté le contenu de ce que les gens proposent, que ce soit au niveau de l'expert, que ce soit au niveau de l'opposition, que ce soit au niveau du pouvoir, pour s'empesantir sur des débats de forme ou des débats de procédure, ce qui est quand même grave. Et sur la question des réformes politiques, les évêques, dans leur message, ont dit que la tenue des élections sans les réformes qui s'imposent ne résoudra pas le problème togolais, mais ne fera qu'exacerber les tensions et les violences. Ça, c'est juste une partie de leur message. Jacques Diakouti, les évêques. Non, je crois que, vous savez... Pourquoi sont-ils insistants ces derniers temps? Non, vous savez, aujourd'hui... Ils voient le mal venir? Ceux qui peuvent, ne serait-ce que écouter les deux parties, c'est les hommes d'église aujourd'hui. Et si ces hommes d'église tirent la sonnette d'alarme, il est judicieux et important qu'on puisse les écouter. Il ne faut pas les caricaturer pour dire qu'ils sont de tel bord, qu'ils sont de l'opposition ou bien du parti au pouvoir. Parce que quand vous prenez la plupart de ceux qui animent la scène politique, s'ils ne sont pas protestants, ils sont catholiques. S'ils ne sont pas catholiques, ils sont musulmans. Donc je crois qu'aujourd'hui, il est important que si les hommes d'église sont en train de tirer la sonnette d'alarme pour dire que, attention, il y a problème,
il faut quand même les écouter. Il faut les écouter et essayer de voir comment, ne serait-ce que résoudre le problème qu'ils ont posé sur le tapis. Et je crois qu'au-delà de ça, comme je le disais tout à l'heure, vous savez, la plupart de ceux qui animent la scène politique, ils sont quand même, ne serait-ce que dans une confession. Oui. Donc, je crois que ce qui sera un peu judicieux, il est important qu'on puisse utiliser les couloirs pour pouvoir parler à ces personnes. Parce qu'aujourd'hui, nous remarquons que ni la carte politique de l'opposition, ni le parti au pouvoir, personne ne peut prendre l'initiative. Personne ne veut prendre l'initiative d'appeler l'autre pour pouvoir s'asseoir et discuter. Donc je crois que la troisième personne qui pourra jouer ce jeu, c'est les hommes d'église. Je crois qu'il leur incombe aujourd'hui, au-delà des communiqués qui font sortir, il est important aujourd'hui également et qu'ils puissent voir comment ils peuvent jouer aujourd'hui la médiation. Il faut agir, appeler le parti au pouvoir, appeler l'opposition à discuter, à dialoguer. Donc je crois que aujourd'hui c'est leur rôle. Si les gens ont l'amabilité, le temps d'aller les dimanches à l'église pour prendre la communion, vous voyez chacun, il essaie de se montrer tellement humble, pieux devant la communion. Pourquoi ils ne peuvent pas se comporter aussi comme ça, les uns envers les autres, pour pouvoir résoudre le problème? Donc je crois que la responsabilité incombe aujourd'hui à ces hommes d'église, à ces hommes de Dieu, à aller loin. Ne restons pas seulement sur les messages, essaie de les appeler pour pouvoir les raisonner aussi. Très bien. Alors, il y a cet auditeur qui nous dit qu'il faut qu'on change de mentalité, comme Elom l'a dit. Il va arriver à un moment au Togo où même si tu dis bonjour à ton frère, il va d'abord voir de quel bord vient ce bonjour. Les évêques sont dans leurs droits et ils sont avant tout des citoyens togolais. Juste un mot là-dessus pour aller très vite, Gérard. Non, moi je veux dire que l'Église a toujours fait de la politique. Quand vous visitez l'histoire, les cardinaux, tout ça là, c'est eux qui ont fait la politique en Europe. Ça, c'est pas quelque chose de nouveau. Et surtout, il y a quelque chose qu'on appelle la théorie de la libération, qui est née pratiquement en Amérique latine. Où, vous savez, en Amérique latine, il y a beaucoup d'injustices. Il y a des gens qu'on a expropriés, on a pris leur terre. Les gens ont pris les armes. Ils ont pris encouragés par l'Église. C'est ça la théorie de la libération. Oui. Vous savez, quand vous êtes prêtre et que le dimanche, vous rassemblez dans votre chapelle, dans votre église, le pauvre dont on a volé la terre et le riche qui vient de voler la terre dit « Amen, donnez-vous, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix ». C'est pas possible. Vous me rappelez cette vidéo qui a circulé ce week-end sur les réseaux sociaux où en France, un prêtre prie et des gens compris pour Ali Bongo voilà, et les gens ne prièrent pas pour lui. C'est un peu très politique, mais socialement, quand vous prenez le riche qui vient de voler la terre aux pauvres et dit donnez-vous la paix, vous-même le prêtre quelque part, vous êtes choqué. Donc on ne peut pas faire la religion en dehors du social, en dehors de ce qui se passe dans votre société. Finalement, Gérard comprend social. Pardon? Non, en dehors de ce qui se passe dans la société. Moi, je suis en train de définir ce que j'appelle social. D'accord, très bien. Allez-y. Vous savez, moi, ce qui me fait un peu peur dans ce pays, regardez un peu la place des chefs cantons et tout ça là. Ils sont devenus moins que rien. Vous voyez un chef canton qui rampe... Ne n'exagérez pas, Gérard. Non, mais c'est la vérité. Un chef canton qui rampe devant des ministres, qui s'agenouillent pour saluer. Regardez ce qui se passe avec le Moronaba au Burkina. C'est des gens dignes qui appellent le chef de l'État même et lui parlent et lui disent ceci. Regardez au Ghana à côté. Mais nous avons détruit notre chefferie. Après avoir détruit la chefferie traditionnelle, maintenant nous voulons détruire les chefs religieux. Et qu'est-ce qui restera? Ces guignols d'hommes politiques qui vont nous tourner en rond et aller sur le formalisme, comme l'homme l'a dit, parce qu'ils s'attaquent à des questions de forme, et ils savent que ça ne finit jamais. On peut le juridisme, même après 100 ans, vous êtes là, et eux, ils vont jouer avec ça, ils vont manger, pendant que et nous aurons le problème. Et pour finir, moi je vous dis vraiment bravo, vous n'aimez pas ça, mais pour l'émission que vous avez fait avec le révérend Père Afognon dans votre studio ici, j'étais vraiment, c'est terrible. Au moins si de temps en temps, on peut nous construire nos opinions avec de telles émissions. Moi je crois que le Togolais comprendrait plein de choses. D'accord, merci beaucoup Gérard. On n'aurait pas dû l'évoquer. Sylvestre, très rapidement, si je voulais vous poser une question essentielle. Non, moi je crois que c'est une démarche responsable des religieux. Vous savez,
à un moment donné, lorsque vous écoutez les deux parties, je crois que ce sont des autorités morales, il faudrait quand même qu'ils donnent également leur point de vue sur le sujet. Et puis ils l'ont fait, mais il y a encore des individus qui ne comprennent pratiquement rien et qui essaient donc de tasser ces religieux-là comme des opposants. Ils épousent l'idée donc de la coalition et tout. Donc à un moment donné, il faudrait quand même qu'on sorte donc de ce caca-là. Voyez la vérité en face et dites la vérité à vous, même au peuple. Donc à un moment donné, je crois que les évêques sont dans leur rôle. Hein. Souvenez-vous même de l'interview que Monseigneur Barriga a accordé au journal français La Croix en 2014, où il disait qu'il faut juste une intercelle pour embrasser le Togo. Donc aujourd'hui, ils sont dans leur logique. La dernière fois, ils l'ont encore dit, que l'horizon n'est pas serein. Donc aujourd'hui, je crois que ils sont donc dans une logique, hein, dans une logique de prévention que de solution pour régler la crise. Donc aujourd'hui, il faudrait quand même que le pouvoir public, surtout, intègre ce que disent ces autorités morales-là pour qu'on puisse finalement sortir de la crise. Mais essayer encore de les caricaturer, de prendre sous le cliché, sous le pseudo d'opposants et tout, je crois que c'est fausser le débat. Ça ne permettra pas d'avancer véritablement. Alors l'autre sujet aussi aujourd'hui, c'est que nous avons clairement une idée sur les forces en présence pour les élections à venir. Il y a UNIR, bien entendu, qui est présente dans 22 circonscriptions, il me semble, sur les 30. L'Union, enfin moi ce que je me trompe hein, pour avoir compté, l'Union des forces de changement également fait partie des candidats, le NET, bien entendu, PDP, MRC, le MPDD. Alors pour ceux qui ne le savent pas ou ne l'ont pas encore intégré, c'est l'ancien OBU. Alors, Clé aussi fera route, il y a la CPP, et puis il y a 27 listes indépendantes. Alors, quand on a scruté ces listes indépendantes, on a vu qu'il y a des gens qui sont mécontents dans un parti pour n'avoir pas été choisis, ils sont constitués en groupe indépendant. Je vous en dirai pas plus. Il y a la Cour constitutionnelle qui a quand même rendu public la liste ou les listes et tout ça là hier, et donc on s'en est aperçu de beaucoup de choses. Alors quand on prend tout cela, on se rend compte que c'est vrai que la C14, aucun des membres de la C14 n'est pas dans le starting block, hein. Jacques. Oui, c'est pas étonnant. Non, vous savez, ils avaient parlé des réformes avant les élections. Et comme il n'y a pas eu la réforme, ils ont dit qu'ils n'iront pas à ces élections. Je crois que l'autre paire de manches, vous venez de l'évoquer tout à l'heure. Vous savez, moi je serais à la place des autorités, que j'allais tout faire pour que la C14 participe à ces élections. Il y a une condition. Hein. Non, la C14 pose une condition. J'ai dit, si j'étais à la place des autorités, je ferais tout pour que la C14 puisse participer à ces élections. Une façon de crédibiliser les élections. Justement. Parce que, vous savez, la rencontre de Conakry avec le facilitateur, le professeur Alpha Condé. Le professeur Alpha Condé avait pesé lourd dans la balance pour que la C14 puisse participer à ces élections. Vous savez, s'il y a une prorogation de 3 jours pour que les populations puissent encore s'enregistrer, c'est le président Alpha Condé qui avait proposé ça. Et quand ils sont revenus, vous avez vu comment l'accélération au niveau de la nomination des autres membres de la coalition à la CENI. Et je crois que Alpha Condé avait tout fait pour que cette C14-là puisse participer à ces élections. Et vous avez vu l'allure à laquelle les choses avançaient, où à un moment donné, finalement, la C14 a refusé parce que la C14 ne voudrait pas que ses membres aient prêté serment devant la Cour constitutionnelle. Et finalement, c'est là que les choses ont commencé. Et ils avaient parlé également du découpage électoral. Mais je crois que si moi, c'est l'analyse personnelle que j'ai eu à faire, si autant que la C14 avait réclamé à ce qu'on puisse revoir la composition de la CENI, si cela a été fait, si l'UFC n'avait pas eu à faire tergiverser, je crois que la C14 devait participer à ces élections, même s'il n'y avait pas ce découpage électoral. Ça, c'est mon point de vue personnel. Parce que, à l'allure où allaient les choses, je crois que la C14 pouvait aller à ces élections. Mais malheureusement, je crois que c'est un constat quand même. Alors, et la C14 dit non seulement à boycotter le scrutin à venir, là on le voit déjà, puisque aucun des partis de ce regroupement n'a fait acte de candidature. Elle compte même bloquer, sinon empêcher la tenue de ce scrutin. D'ailleurs, on a annoncé 4 jours de
de manifestations dans le pays, pas qu'à Lomé, dans tout le pays. L'autre débat, c'est par rapport donc au corps électoral. Vous savez que le gouvernement l'a convoqué avant qu'on ne connaisse même le nombre de ceux qui sont inscrits. Vendredi dernier, le président de la CENI nous a dit qu'un peu plus de 3 millions de Togolais ont quand même écrit leur nom sur la liste électorale. Et dans l'opinion, ça prête à sourire quand même. Hein. J'ai eu le temps de lire l'éditorialiste de Liberté ce matin, qui nous fait des comparaisons lui aussi, puisqu'on a vécu une semaine passée de comparaisons, de tests constitutionnels. Il dit, tenons quelques comparaisons pour démontrer que les chiffres annoncés par le Kadanga sont improbables. Tenez, par exemple, les élections du 25 juillet 2013, dans lesquelles s'étaient engagés tous les partis politiques, avaient enregistré 3 44 332 électeurs. Le parti présidentiel qui en était sorti grand gagnant s'était attribué 880 608 suffrages exprimés contre 894 094 voix pour l'ensemble de l'opposition. 2 ans plus tard, lors de la présidentielle du 25 avril 2015, le recensement électoral avait engendré un léger progrès avec 3 509 258 inscrits. Il est difficilement justifiable que pour le recensement électoral 2018 version kadangaise, comme boycotter la coalition des 14 partis de l'opposition, les organisations de la société civile et une frange importante des Togolais, on ait pu enregistrer un nombre aussi élevé d'inscrits, c'est-à-dire 3 41 779 personnes. Et le Mathis Obé. Non, en fait, en réalité, le problème qui se pose, je pense que c'est le problème de 2020. Si vous voyez déjà bien... Oui, mais tout le monde sait que les élections législatives, ça va être une formalité. L'enjeu aujourd'hui, c'est 2020. Qui prendra le contrôle de 2020? Je pense que c'est ce qui se joue maintenant par rapport aux réformes constitutionnelles institutionnelles et par rapport à beaucoup de choses. Et moi, je l'ai dit que tout ce qu'on fait aujourd'hui, ça a trait aux réformes. Et si on nous a dit qu'aujourd'hui, au niveau du Parlement, peut-être que les lignes vont bouger, on ne sait pas encore, mais il faut un débat de fond sur les contenus, des propositions des uns et des autres. Et comme moi je l'ai dit, il faut quand même aller au-delà des clivages pour pouvoir s'asseoir, discuter face to face, enfin en anglais, faire face à face, pour voir ce qu'il y a lieu de faire. Et moi, quand je relis la proposition de l'expert, et quand je relis ce que le gouvernement propose, et par rapport aux propositions de loi qu'il y a eu au niveau des députés de l'opposition dans un passé récent, et je pense quand même qu'il va falloir faire une étude, faites une étude comparative de tout cela. Vous allez voir qu'il y a des choses dont on peut s'asseoir et discuter véritablement. Et je prends par exemple une phrase simple dans la proposition de l'expert, l'article 59, et par rapport à l'article 59 du gouvernement, quand le gouvernement dit que le président, je cite, le président élu reste en fonction jusqu'à la prise de fonction effective de son successeur élu, et on ne retrouve pas ce bout de phrase dans la proposition ou dans le document de l'expert. Mais je pense que c'est cette disposition fondamentale qui permet aujourd'hui aux députés de continuer à exercer leurs fonctions et de poser des actes qui sont quand même des actes légaux, qui engagent la nation. Et donc cette disposition est une disposition très importante pour un pays. Et si aujourd'hui ça se joue sur 2020 et cette fameuse phrase dans aucun cas, c'est vrai qu'il ne se retrouve pas dans le test du Sénégalais, voilà. Mais il y a on peut autre forme de ça. Non, on peut discuter de tout cela. Voilà, on peut s'asseoir et discuter. C'est pourquoi je dis ce n'est pas quelque chose de fondamental. C'est-à-dire que le débat plutôt est quelque chose de très important au niveau du Parlement qu'on doit le faire. Et c'est pas dans la rue, c'est pas sur les réseaux sociaux, mais je pense qu'il faut s'asseoir, se faire mutuellement confiance pour discuter. On va donner la parole aux auditeurs dans 2 minutes. Maintenant, au-delà du boycott, au-delà de tout ce qu'il y a comme débat sur la proposition, sur le document de l'expert, etc. Et je pense que pour ma part, et par rapport à ce que la CENI a annoncé la dernière fois, moi j'ai toujours dit que ce délai du 20 décembre était intenable à cause du chronogramme qu'on n'avait pas. Mais la CENI a communiqué le chronogramme la dernière fois par rapport à la campagne qui s'ouvre le 4 décembre, par rapport à beaucoup de choses. Mais je pense que pour ma part, on va aller vers un report. Parce que quand vous regardez bien le calendrier par rapport à toutes les discussions qu'il y a de part et d'autre, parce qu'on a appris que Nana Akufo-Addo va rencontrer la coalition dans les prochains jours. On sait que le président de la République était chez Nana Akufo-Addo. Et on sait également que Nana Akufo, on dit que Nana Akufo est annoncé à Lomé dans les prochains jours. Et donc je crois pour ma part qu'un report serait mieux pour pouvoir faire avancer les choses. Gérard, d'abord, très rapidement, sur le sujet. Non, moi je dis seulement que la C14 ira aux élections. Pour moi, c'est une certitude. Vous avez lu le document de la Cour constitutionnelle hier?
Ils ne sont pas là-dedans, là. Il ira aux élections, mais pas aux élections du 20 décembre dans les conditions qu'on leur impose. Ça veut dire que vous allez voir dans les semaines, dans les jours à venir, il y aura plein de chamboulements, les réformes seront faites, les gens vont revenir à de meilleurs sentiments et la C14 ira aux élections. Le reste, quand on parle de la constitution, des réformes, de ce que les Sénégalais ont fait, tout ça là, vous savez, c'est comme de l'amusement, c'est comme la roue. Ça a déjà été inventé. Ce n'est pas le Togo qui va inventer aujourd'hui la démocratie. La démocratie est déjà là, inventée. On a atteint un certain stade et tout le monde se conforme à ça. Mais dire que on a mis en aucun cas ici, on a fait ceci, c'est comme si nous voulons inventer notre démocratie à nous. Les gens ne veulent pas tout simplement. Il ne s'agit pas d'élaborer un bon test. Il s'agit d'aller à la démocratie. Certains sont réticents, on veut les pousser à y aller, c'est tout. À un moment donné, on y va, on les y poussera. Il y a eu cette histoire de médicaments à voir là, la semaine dernière. Écoutez, je donne la parole à Sylvestre et à Jacques tout à l'heure sur le sujet, mais on va prendre les auditeurs puisque, franchement, si on ne les prenait pas aujourd'hui encore, ça va être quand même très grave. Et on va les écouter. Allô? Ah, lui, il est parti, ce n'est pas grave. On prend un autre sur l'autre ligne. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, cher ami, comment allez-vous? Ça va bien, et vous? Ça va très bien. C'est monsieur? C'est commis. Monsieur Commis, nous vous écoutons très rapidement. Si vous ne nous prenez pas aujourd'hui, ça serait une guerre. Oui, c'est sûr, on a compris. Vous avez la parole, allez-y, Commis. Nous voulons faire des analyses objectives sur le corps des journalistes. D'accord. Oui. Lorsque vous venez sur les médias, nous aimerons apprendre de vous des informations qui nous fortifient, pas des choses que nous voulons écouter nécessairement, mais des informations qui nous éclairent. Mais quand ça donne l'intention que vous êtes venu pour nous fermer les yeux, ça fait très mal. J'aimerais demander à notre frère Elom, la dernière fois, il parlait des révélations qu'il va faire sur la FTF. Pourquoi ça tarde à venir? La FTF. Oui. J'ai pu comprendre aussi que lorsque vous intervenez, les journalistes interviennent, ils gardent certaines informations. Les informations, ce n'est pas pour vous. C'est pour nous, les auditeurs. Donc, faites vos investigations très rapidement. Et donnez-nous les informations pour qu'on puisse avancer. Parfait. Je vais poser une question qui m'a intéressé. Oui, monsieur. J'aimerais répondre. Allez-y. Est-ce que si les révérends font la politique? Moi, j'ai dit oui. Vous aussi, vous faites de la politique. Mais c'est la politique politicienne que vous ne faites pas. Tout le monde fait de la politique. Chaque personne qui parle des problèmes de la cité fait de la politique. Mais c'est la politique pour devenir président qu'eux, ils ne font pas. C'est peut-être ce que nous aussi ne faisons pas. Mais nous devons parler de notre pays et dire ce qui ne va pas. Merci. Très bien. Monsieur Komi, merci beaucoup. Merci de nous avoir appelé. Il y a cet auditeur qui nous dit Amadou Kourouma disait qu'en politique, le vrai et le mensonge portent le même pagne. Franchement, vous convenez avec moi que le politicien, son domaine spécial, c'est des promesses de miel jamais tenues. Et donc, vous ne vous prenez pas la tête. On a marre des beaux discours politiques. Quel mandat social? Les évêques ne sont pas des politiciens pour dire qu'une chose rouge, qu'elle est noire. Allô? Oui, alors bonjour. Bonjour. Bonjour les journalistes. Il vous écoute et il vous salue. C'est monsieur? C'est Antoine. Monsieur Antoine, nous vous écoutons. Ah, ok, s'il vous plaît, je voulais que vous nous apportez plus de lumière sur quelqu'un qui fait quelque chose qui n'est pas bon. Tout le monde le dit. Et on le traite de politicien. Et notre citoyenneté, c'est où? S'il vous plaît, je voulais dire, les peuples parlent. Tout le monde dit ce que le gouvernement fait n'est pas bon. Mais ils traitent tous ces gens-là de politiciens. Je veux que vous nous éclairez là-bas. Pour qu'on puisse comprendre. Si tu dis ça ne va pas, donc c'est un politicien. D'accord. Il faut nous éclairer parce que ça peut être à confusion. D'accord, très bien. Merci beaucoup, monsieur Antoine. Il faut nous éclairer là-bas. Merci beaucoup. Merci de nous avoir appelé. Passez une excellente journée. On va d'abord prendre d'autres auditeurs et on verra si on peut répondre à la question. Il y a un auditeur qui nous dit « Ce régime pense qu'il est unique dans le monde, mais il sera désagréablement rattrapé par la vérité. » 93, 96, 99, 99, c'est le numéro sur lequel vous pouvez nous joindre. Nous avons encore 3 minutes à passer ensemble. Allô? Allô? Allô, bonsoir, j'aimerais passer à l'émission. Vous êtes à l'antenne. Quel est votre nom, s'il vous plaît? Je m'appelle Yao. Monsieur Yao, nous vous écoutons. Allô? Nous vous écoutons, monsieur Yao. Vous êtes à l'antenne. Ok,
je vous salue je vous salue là-bas. Et je vous souhaite une bonne journée. Mais ce que j'ai voulu dire, c'est que vraiment, nous sommes dépassés par tout ce qui se passe dans ce pays. Et j'interpelle le Parti uni. Moi qui vous parle, je ne sais pas dire ce que je suis, mais je vous dis que ils n'ont qu'à faire tout pour que on a la paix dans ce pays. D'accord. Et pour que le pays marche, parce que nous sommes dépassés par tout ce qu'ils font là. Ils sont fatigués. D'accord. Monsieur Yao, merci de nous avoir appelé, passé une excellente journée. Il y a un auditeur qui nous dit qu'il n'est pas d'accord avec l'homme sur cette disposition qui permettra au président de rester en fonction jusqu'à la prise en fonction du nouvel élu. Le président en fonction peut créer une situation pour ne pas organiser les élections, dit l'auditeur, exemple de RDC précise-t-il. Allô, le dernier auditeur au téléphone, allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. C'est Abedou. Monsieur Abedou, nous vous écoutons. Ok, d'abord, je suis sûr que vous êtes à Sokodé là. Non, on sera à Sokodé demain. Ah, c'est demain. Ok. Donc, merci pour l'opportunité que vous nous donnez. J'ai voulu un peu, peut-être anticiper un peu par rapport à la semaine des journalistes, pour dire un mot par rapport au travail. D'abord, nous vous félicitons pour ce que vous faites. Mais encore une fois, nous voulons, comme un auditeur l'a déjà dit, que les informations qui se donnent à la radio soient des informations qui sont justes et vraies, parce que ça ne va que dans votre avantage. Si moi je sors de ma maison et que je sais que le garage de ma maison, c'est un exemple que je donne, est de couleur bleue, et que j'arrive et que quelqu'un, pour une raison ou une autre, va écrire quelque part que non, que mon garage là où je sors de la maison c'est de couleur noire, et il affirme avec tout ce bleu. Vous voyez, ça fait mal et puis ça diminue celui qui apporte l'information. Donc c'est très important que malgré les intérêts qui se font valoir dans le domaine politique, que le journaliste puisse garder son intégrité et ça l'élève. Moi j'apprécie souvent les journalistes investigateurs, notamment l'alternative. Vous avez vu les sujets qu'ils évoquent, c'est des sujets vrais qui nous concernent et tout le monde sait que c'est ça. Donc, merci beaucoup pour ce que vous faites. Nous encourageons dans ce sens. Merci beaucoup. Pour le président rester en ligne ou bien rester en fonction après la fin de son mandat, je dis qu'il faut vraiment analyser la formule qu'il faut trouver parce que, comme certains l'ont déjà évoqué, les gens l'ont fait en Afrique pour rester, faire plus d'années que leur mandat même, à la fin de leur mandat. Nous voyons l'exemple de la Côte d'Ivoire, du Congo. Je crois que c'est pour circoncire tout ça là que l'expert a proposé quelque chose de cette sorte. Maintenant, si ça ne va pas, il faut qu'on quand même tienne compte pour ne pas laisser le boulevard au président qui va créer un prétexte et rester au pouvoir comme il le veut. Monsieur Adodo, merci beaucoup, merci de nous avoir interpellés. C'est vrai que nous amorçons une semaine où on parlera beaucoup de la presse avec cette journée porte ouverte. Il y a un auditeur qui nous dit « Je pense bien que la proposition de l'expert est la résultante des consultations des deux parties. Ainsi, je pense après la sortie du document, nous devons l'adopter pour avancer, négocier quoi encore. Laissons les détails et allons à l'essentiel, nous dit les réformes. » Alors, j'ai promis de donner la parole avant de clôturer. Oui, Sylvestre. On évoquait les élections à venir. Oui, justement, moi, je crois que c'est même dans ce studio que j'ai dit que les élections ne doivent pas se tenir. Bon, ne se tiendront pas le 20 décembre. Et je le dis et je l'assume. Vous verrez que, quoi qu'il en soit, on va reporter ces élections. Moi, je le dis, quoi, je le réaffirme. Maintenant, en ce qui concerne le délai de 3 jours qui serait accordé par le Alpha Condé, non, je dis non. Lors à Conakry, Alpha Condé n'a pas demandé au gouvernement togolais de prolonger de 3 jours. Ils ont dit à la délégation, aux deux partis, qu'ils vont essayer de réfléchir là-dessus et après, ils vont leur revenir. C'est le gouvernement togolais qui a fixé les 3 jours. Et là, la preuve, la coalition l'a boycotté. Mais si il y a un communiqué de la CEDEAO. Le communiqué, non, écoutez. C'est pour entériner ce que le gouvernement a fait. Le communiqué, on sait comment ces communiqués de la CEDEAO parviennent aujourd'hui. Vous savez, il y a des gens qui sont ici qui font l'affaire. Non, je l'ai dit, il y a des gens qui sont ici qui peinent faire cause pour le régime et qui sont là à prendre des communiqués oui, on le sait. Vous savez de quoi je parle. Le dernier communiqué qui, même les facilitateurs n'étaient même pas au courant de ces communiqués. Le dernier, donc, de Garba Lompo. Donc, je me dis, aujourd'hui, il y a tellement de choses que
le Conakry n'a jamais demandé au Soro de prolonger de 3 jours. La preuve, la coalition l'a boycotté. Maintenant, la coalition n'est pas aussi dans une logique de boycott du scrutin. Ils l'ont jamais dit. Ils ne vont pas boycotter ces élections. Cette coalition ira aux élections, mais pas dans ces conditions. Ça, il faudrait que ça soit clair pour tout le monde. Maintenant, et en ce qui concerne du moins la CENI qui aurait enrôlé peut-être 3 millions de Togolais, c'est cette CENI-là même qui a dit, il y a un confrère qui l'a même repris, un site togolais, qui a dit sur son site qu'ils ont enrôlé 4 millions de Togolais. Mais après, ils se sont raffisés. Ça veut dire que dans ce pays, il y a des gens qui sont peut-être infectés par le virus du mensonge à chaque fois. Il se faut voir. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, je crois que... Vous allez vite, la parole à Jacques. On a encore 1 minute 30 avant de rendre l'antenne. Non, je crois que, parlant des 3 jours, moi je le réitère pour ceux qui sont allés à Conakry, que c'était sous la demande du facilitateur. Et comme vous l'avez si bien dit, le communiqué de la CEDEAO... Non, peut-être que c'est de l'autre côté qu'il a dit. Sinon, jamais il n'a été question de 3 jours. Sinon, la coalition devait le dire, devait même en présence du facilitateur refuser. Si cela il ne peut pas quitter là et venir à Lomé boycotter. Si cela n'avait pas été dit, cher confrère Sylvestre, je ne crois pas que les 3 jours seront... On devait prolonger le recensement des 3 jours. Je crois que, quelque part, on évoquait également que le président de la République serait peut-être, il s'est déplacé à Accra notamment pour voir Nana Akufo-Addo, mais selon certaines informations, il paraît que c'est un fake, selon ce que certains disent que c'est possible, que c'est un fake. Il paraît que le président ne s'est jamais déplacé depuis hier, et selon d'autres sources, c'est aujourd'hui qu'il devait se déplacer, mais finalement il ne s'est pas déplacé. Donc, d'accord. Il faut faire attention également à certaines informations par rapport à des réseaux qui publient ces informations. Alors, bon, d'abord une précision, je n'ai jamais dit que j'ai fait des révélations sur l'ACTF, mais les éperviers. Les éperviers, c'est pas l'ACTF. Première chose. Deuxième chose... D'accord. Bon, les éperviers, vous avez dit. Non, mais c'est combien Deuxième chose, les éperviers, c'est pas l'ACTF. Il faut le préciser. Deuxième chose, par rapport au fait qu'on ne donne pas toutes les informations. En fait, les journalistes ne sont pas là pour donner toutes les informations. Il y a des choses qu'on ne peut jamais dire. Mais en même temps, on comprend, M. Commis. C'est-à-dire, il a envie d'avoir des informations. Oui, mais il sent que vous les avez, mais que vous ne lâchez pas tout. Oui, mais on peut le comprendre. C'est normal. C'est normal. C'est que dans toute démocratie, il y a des choses qu'on ne dit pas sur les antennes. On peut mettre le pays à feu et à sang. On veut construire le pays, on veut apaiser la situation, on veut garantir la paix pour nos pays et on est conscient du rôle que nous jouons. Nous ne sommes pas là pour appeler à la guerre, mais nous sommes là pour pouvoir construire le pays et faire l'apologie de la paix. Voilà. Maintenant, sur ce que Jacques a dit par exemple, et moi aussi j'ai lu sur les réseaux sociaux l'information, j'ai vu que des sites ghanéens ont publié les informations par rapport à cette visite avec des poignées de main. Voilà, donc bon, on va voir comment ça va se passer parce qu'on n'a rien compris de tout. Très bien. Merci beaucoup. Malheureusement, on ne peut plus continuer, on ne peut plus donner la parole à Gérard qui en voulait quand même. Bon. Merci beaucoup Jacques Jakouti. D'accord, c'est promis. Merci beaucoup Jacques Jakouti, Gérard Roussin, Sylvestre Béni et l'homme Mathis Ogbe. Merci à Dia pour ceux qui a assuré la coordination technique. Appelez-moi ancien irrigateur. À demain, si Dieu le veut.